Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, vous allez voir aujourd'hui une version un peu altérée du talk. J'ai dû enlever les effets pyrotechniques, les pirouettes et tout ce qui devait arriver puisque je dois rester dans cette zone. Donc ne soyez pas surpris. Je vais quand même faire autant de pas, donc je vais sûrement user la moquette ici. Je vais vous parler aujourd'hui de data science, comment j'ai entrepris mon voyage, mon expédition dans ce domaine-là que je ne connaissais pas il y a 2 ans. Donc un retour d'expérience sur cette reconversion professionnelle. Avant ça, on est à Lille, on va se mettre bien. Je ne suis pas à l'aise en chaussures, donc je me mets en chaussettes et je vous invite à faire pareil. Moi, ça va, il n'y a personne autour de moi, donc au niveau des odeurs, je suis protégé. Voilà. Non, j'aime beaucoup mes chaussettes, les chaussettes ananas. En plus, le rose fait ressortir le jaune. Je trouve ça chouette. Si vous avez des chaussettes cool, je suis preneur, on peut en discuter après la conf. Lille, là où tout a commencé, parce qu'à la fait, moi je suis toulousain, mais en fait, toute ma famille est à Lille. Mes parents se sont mariés pas très loin, à Capelle-en-Pévèle, pour les fins connaisseurs de la région. Et voilà. Et en fait, comme ils voulaient le meilleur pour leurs enfants, ils sont partis de Lille. Ils sont partis à Paris. Et comme je veux le meilleur pour mes enfants, je suis parti de Paris. Et je me suis retrouvé à Toulouse. Et on verra ce que diront mes enfants dans 20 ans. Non, mais je dis ça, mais je plaisante. Hein. J'ai passé tous mes étés à Capelle-en-Pévèle. Je me suis éclaté. Regardez comme j'étais heureux à l'époque. Il me suffisait pas grand-chose. Des bottes trop grandes, un pistolet à eau. Ça, de l'eau, vous en avez. Sinon, je m'appelle Maxime Pavlak. Je suis à Toulouse, je vous l'ai déjà dit. Ce talk est un peu à mon image. Il y aura plein de blagues. Je ne garantis pas leur succès. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je poste plein de choses, surtout professionnelles, pas ce genre de photos-là. Ces photos-là, c'est plus pour les intimes. Et comme je sais que ce talk restera entre nous, je ne me fais pas de soucis. Si vous passez à Toulouse, je vous conseille de passer à Areco Working, un espace super cool avec des toilettes super sympas. Dans la vie, je fais diverses choses. Et aujourd'hui, je monte une boîte de plomberie qui s'appelle Safe City. Et le but, c'est de venir revoir en fait le métier de la plomberie en centre-ville. On a tous nos histoires avec des plombiers qui sont arrivés en retard, qui ne sont pas venus, qui ont fait du sale boulot, qui n'ont pas répondu aux appels. Bref, avec Selfity, on veut revoir ça, on veut mettre de l'intelligence dans la logistique, on veut avoir une touche un peu plus éco-responsable dans nos déplacements. Bref, plein de choses. Et c'est super chouette, c'est un joli projet. Si vous avez des conseils dans le monde de la plomberie, on est preneur. Et on recrute un chauffagiste sur Toulouse. Voilà, ça c'est dit. Revenons au sujet de la conf, il reste 10 minutes. Donc du coup, je vais vous raconter mon parcours dans la data science, comment je me suis plongé dans ce domaine-là qui m'a fait très peur. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression de rien apprendre et de régresser. Donc je vais vous partager ça, c'est important pour moi. N'hésitez pas, même si je dois rester ici et que je ne peux pas me rapprocher de vous pour écouter vos questions, levez la main, posez des questions, il faut que ce soit interactif. Donc c'est très personnel, c'est mon histoire. Je vais vous raconter dans un premier temps les différentes étapes que j'ai franchies, les ressources que je suis allé chercher. Depuis, ça a beaucoup évolué. Et s'il y a des data scientists dans la salle, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des data scientists Ok, n'hésitez pas à me couper si je dis des bêtises, à venir enchérir en fait ce talk. C'est un peu le but quand on est en présentiel, c'est toujours plus sympa. Donc pourquoi ce talk Parce que syndrome de l'imposteur, syndrome bien trop répandu dans notre population. En fait, je suis allé à plein de meet-up et j'ai jamais osé me lancer. Puis au fur et à mesure que j'en parlais à des personnes, ils m'ont dit bah, tu devrais raconter que tu as fait ça, que tu as fait ça, que tu as fait ça. Je suis sûr que ça passionnerait plein de gens. Et donc je me suis lancé, la peur au ventre, mais je me suis lancé quand même. Et je me suis dit tant qu'à faire, autant le faire loin de chez moi. Comme ça, au moins, lundi matin, personne ne se souviendra de mon passage si je rate. Et puis parce que ça peut aussi aider, je pense, pas mal de personnes à se débloquer. Parce que c'est le monde de la data science m'a beaucoup effrayé, m'a beaucoup fait peur. Il y avait beaucoup de maths, de statistiques, de mots un peu bizarres. Et finalement, c'est pas plus compliqué que le développement à mon sens. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait des data scientists. Tout le monde est développeur, sinon, ou un parcours de développement. Qui n'est pas développeur? Ok, bon, il y en a deux, je vais pas les interroger. Il y avait le cadreur notamment. Ils sont fous, je pense. Du coup, ouais, donc c'est pour les personnes qui se disent tiens, c'est un domaine qui me titille, j'irais bien voir de quoi il s'agit. Ce talk est fait pour vous. Et puis pour les autres, ça va être l'occasion de répandre la bonne parole sur ce monde-là. Donc 3 parties. Ce que j'ai entrepris. Ensuite, on va parler un peu du monde de la data science et vous dire qu'il n'est pas du tout effrayant, il est plutôt cool. Et ensuite, je vais vous aiguiller, je vais vous pointer quelques ressources
qui sont sorties plus ou moins récemment et qui sont super intéressantes si vous voulez aller gratter le sujet. Jusque-là, tout va bien? Ouais. Merci. Attendez, j'ai soif. Alors on est parti. Du coup, mon parcours, j'ai commencé en 2016. J'ai commencé par faire des meet-up, par faire de la veille, aller à des événements. Il y avait des apéros gratuits à la fin, c'était cool. Les gens parlaient, j'ai pas mieux à faire le soir. Et ça, de manière générale, je pense que si vous êtes là, c'est que vous faites de la veille, vous lisez pas mal de choses. Bon, c'est un standard, je vais pas m'attarder là-dessus. Restez vigilants à ce qui se passe dans votre ville, dans votre écosystème. Ensuite, le premier MOOC qu'on m'a conseillé, c'est ce MOOC-là qui est disponible sur la plateforme edX, Analytics Edge. On m'a dit c'est une très bonne entrée en matière, si tu ne connais rien. Une très bonne entrée en matière parce qu'il va vous exposer des termes qui sont liés à la data science, de régression et autres. Je ne vais pas vous les lire parce que ce n'est pas le but, mais vous allez comprendre d'un point de vue un peu business plein d'approches en fait dans le monde de la data science. Et surtout, à chaque fois, à chaque notion théorique, il va y avoir un cas concret. Donc le cas Moneyball, comment l'équipe de baseball d'Atlantic a utilisé en fait ce domaine-là pour faire des recrutements pas chers mais ultra performants. Il y a un film avec Brad Pitt qui est sorti, si ça vous intéresse. Comment Netflix utilise des algos de clustering justement pour faire ses recommandations à ses utilisateurs, comment Twitter fait d'autres choses, etc. Et donc en fait, c'est vachement concret, c'est vachement équilibré entre la partie théorique et la partie business, comment aller le vendre au sein de mon entreprise. Donc j'avais dégrossi la matière, mais moi j'adore les maths. Je me suis dit j'aimerais bien creuser un peu plus en profondeur, et on m'a aiguillé vers ce MOOC-là sur Coursera, Machine Learning, enseigné par un gros cador qui s'appelle Andrew Ng, cofondeur de Coursera. Il a bossé à Google, à Baidu, un peu partout, à Stanford. Et lui, du coup, est beaucoup plus mathématique, théorique. Mais c'est ce que je cherchais. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter avec des formules, ne le faites pas. Passez directement à des choses concrètes. Mais moi, ça m'a vachement intéressant de comprendre comment ça fonctionnait, comment on peut apprendre à une machine à apprendre, comment elle nous sort des résultats. Donc c'était super intéressant. Ce qui est drôle, c'est que ce MOOC, c'est le premier MOOC de Coursera, un des plus visionnés sur la plateforme. Et le MOOC a littéralement été enregistré dans un placard à balai. Donc c'est assez drôle. Le contenu est super qualitatif, mais juste la prise de vue est un peu à l'ancienne, donc c'est assez drôle. J'ai fait ce MOOC-là avec des devoirs et tout qu'il fallait rendre, où je me suis un peu arraché les cheveux, et on m'a orienté vers Kaggle. Est-ce que vous connaissez Kaggle? Qui a déjà fait une compétition sur Kaggle? Ah oui, il y a déjà des gens quand même, pas mal. Kaggle, c'est une plateforme de concours, de compétition. Donc il y a des entreprises qui mettent... Il y a des entreprises qui vont mettre un jeu de données. Donc par exemple, Cdiscount a mis des photos de produits. Et le but, c'était de faire un algorithme qui vient détourer le produit, pour séparer le produit du fond de la photo. Il y a Airbus qui va faire des choses sur la détection d'images satellites, Google sur la recommandation, etc. Donc il y a plein de choses. Il y a de l'argent à gagner. Bon, avant d'être au niveau, vous avez le temps de voir venir. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a énormément de ressources pour apprendre, pour s'entraîner. Il y a une grosse communauté, les gens sont vachement bienveillants, il y a un gros forum, c'est super actif. Donc ça a été l'étape suivante dans ma formation. Aller creuser, aller prendre le jeu de données du Titanic pour pouvoir prédire si DiCaprio allait mourir ou pas. Donc j'avais vu le film, donc je connaissais la réponse, donc c'était facile. Mais il y a plein de trucs pédagogiques sur Kaggle. J'ai fait cette première compétition. Et donc j'étais super excité. Je me suis dit, allez, je vais prédire le panier sur un site web aux États-Unis. Donc prédire pouvoir afficher le bon produit au bon moment. Et en fait, j'ai eu un peu le syndrome de la page blanche. J'ai lu les consignes, j'ai téléchargé les données, j'ai configuré mon environnement. Et en fait, j'étais bloqué. J'ai littéralement rien fait, j'avais pas d'idée. Alors j'ai exploré les données, j'ai fait des graphes, j'ai essayé de trouver des corrélations. Mais c'était beaucoup trop fouillis. Je ne savais pas par où commencer en fait. Et j'ai un peu paniqué. Heureusement, c'était en juillet, donc j'ai pu partir en vacances et passer un bon été. Et quand je suis revenu, je suis allé voir un petit peu sur le forum ce qu'avaient mis les gens. Et en fait, je me suis dit, c'est bête, j'aurais dû commencer par quelque chose de très simple. C'est comme pour un site web. On ne commence pas par développer un truc ultra complexe. On commence par développer d'abord une page HTML, et puis ensuite, on vient complexifier le truc, on vient mettre un back-end, etc., etc.
Et ben là, c'est pareil. En fait, un des premiers modèles que toutes les personnes avaient utilisé, c'était simplement de dire la prochaine commande d'un utilisateur, c'est la même que sa commande précédente. C'est tout con, mais le score, en fait, juste en faisant ça, on avait 30% du score. Et le gagnant du concours a eu 45% au global. Donc finalement, c'était un score qui n'était pas si mauvais que ça, qui n'était pas ridicule. Mais du coup, je me suis vachement déçu. Je me suis dit, putain, je suis pas malin, j'aurais dû prendre mon courage à deux mains, j'aurais dû avoir cette idée. Mais moi, je sais pas pourquoi, moi, j'étais parti dans des délires. Peut-être que le jeudi matin, les gens achètent du bio, et quand ils achètent du papier toilette, le jeudi matin, c'est qu'ils vont acheter de la glace le samedi après-midi. Enfin, j'étais parti des trucs beaucoup trop compliqués, alors que j'aurais dû commencer par quelque chose de très simple. Ensuite, il y a eu la folie du Bitcoin à ce moment-là. Alors, je me suis dit, tiens, je vais devenir riche. Donc j'ai commencé à récupérer les données, à vouloir faire des prédictions, à appliquer ce que j'avais appris. Bon, bah, je me suis bien amusé, j'ai beaucoup stressé, j'ai un peu perdu d'argent. Et voilà, donc ça c'était un peu mon expédition en 2016-2017. Et pendant toute cette expédition, il y avait de plus en plus en fait, de nouveaux concepts qui arrivaient au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez commencé votre carrière de développeur. Au début, c'est cool, vous la racontez un peu, ouais, je connais HTML5, CSS3. Puis en fait, vous grattez, et puis vous vous rendez compte que derrière, il y a des stacks, il y a des outils pour tout. Vous arrivez, vous lisez les offres d'emploi, vous ne comprenez pas ce qu'il y a. Bah, il m'est arrivé la même chose avec ce monde-là. Donc c'est l'avalanche de mots, de concepts, je ne vais pas vous les lire. Il y en a dans tous les sens, ça fait peur. Si vous devez en retenir qu'un, c'est overfitting. Ça fait bien en soirée de dire attention à l'overfitting. Mais par exemple, mince, je ne vais pas utiliser de pointeur. Désolé. XGBoost, je l'ai beaucoup lu pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est seulement la semaine dernière, c'est histoire vraie, qu'on me l'a expliqué en fait. Je n'avais pas eu l'occasion en fait d'aller voir ce qu'il y avait derrière cette bête-là. Mais c'est seulement la semaine dernière que mon collègue m'a expliqué en détail comment cet algo fonctionnait. Donc c'est assez intéressant. Merci Christophe. Donc soyez pas, vous laissez pas impressionner. Bah voilà, il va y avoir des choses, vous ne pourrez pas tout explorer, mais rentrez dedans et puis au fur et à mesure que vous allez avoir besoin des notions, de toute façon, elles reviendront. Il y a aussi énormément d'outils. Donc quand vous tapez panorama des outils en data science, vous avez ça. Donc vous en connaissez peut-être un petit peu. Il y a D3, il y a Hadoop, Kafka, il y a TSL, d'OVH, enfin il y a plein de choses. Dans les faits, c'est pas la peine de tout maîtriser. Au contraire, commencer par Python, c'est déjà pas mal. Moi, je viens pas du monde Python, donc ça a été en plus, j'ai dû apprendre Python en parallèle, mais ça se fait vachement bien. Il y a plein d'outils. Il y a Panda notamment, une bibliothèque qui permet justement de maîtriser des données, de les trier, de les filtrer, de faire des graphes très très simplement et de manière super intuitive. Et en fait, il y a un autre outil qui est super cool en Python qui s'appelle Jupyter. Qui ne connaît pas Jupyter ? D'accord. Jupyter, c'est un éditeur que vous ouvrez dans votre navigateur et vous avez des cellules et vous tapez du code, vous tapez entrée, ça run le code en dessous, vous pouvez le remodifier, vous pouvez créer un autre bloc de code et faire ça de manière super itérative. Donc quand vous explorez un jeu de données que vous ne comprenez pas, bah c'est super intéressant. Vous créez une fonction sur une cellule, vous lancez la fonction, vous modifiez un truc, vous ajustez la courbe, vous modifiez un paramètre. Et donc c'est vachement simple en fait à mettre en place et à utiliser. Donc si vous commencez avec Panda et Jupyter déjà, bah, vous avez de quoi vous amuser sur pas mal de choses. Et d'ailleurs les quelques projets que j'ai fait sur Kaggle, sur la plateforme de compétition, c'était uniquement avec Panda et Jupyter. Ensuite vient scikit-learn, qui est une bibliothèque pour faire du machine learning. Je ne vais pas rentrer dans la définition du machine learning, mais c'est pour faire des prédictions. Et c'est une bibliothèque qui est super riche. Il y a un gros écosystème. La doc est vraiment bien faite. Et elle n'est pas toute jeune, mais c'est encore aujourd'hui une grosse référence. Donc ne sautez pas forcément sur les dernières bibliothèques à la mode qui sortent. Scikit-learn fait le taf et le fait très bien. Ensuite, vous allez continuer à apprendre. Vous allez avoir fait le tour de scikit-learn, et puis vous allez découvrir d'autres technos. TensorFlow, on a beaucoup parlé de TensorFlow l'année dernière, il y a eu plein de choses, il y a la V2 qui est sortie, qui est en train de sortir, je ne sais pas trop. Mais ça, du coup, c'est pour faire du deep learning, donc une sous-famille du machine learning. Et pareil, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a une grosse communauté derrière TensorFlow qui est poussée par Google.
Donc vous trouvez plein de ressources, mais moi typiquement, dans toutes mes explorations en data science, je ne les ai jamais utilisées. J'ai fait un peu de TensorFlow dans un MOOC, mais c'était vraiment un hasard, j'ai touché du doigt en fermant les yeux. Mais voilà, je vous donne les noms pour pas que vous soyez surpris. Vous êtes formé, vous avez un peu fait de Jupyter, vous avez soumis votre compétition sur Kaggle, vous l'avez mis sur votre CV, vous êtes content, vous avez mis Kaggle, même si vous avez eu un score nul, mais vous êtes prêt à raconter cette histoire en entretien. Maintenant, il va falloir mettre un titre à votre CV. Et c'était un vrai dilemme pour moi. Parce que, qu'est-ce que je mets? Je ne vais pas mettre que je suis développeur, parce que sur la fiche de poste, c'est pas marqué ça. Et je me suis beaucoup emmêlé les pinceaux en fait, avec les différents titres, parce qu'on trouve de tout dans la data. Plein de titres assez, enfin moi qui m'ont paru très obscurs au début. Donc je vais faire un petit schéma pour récapituler ça rapidement. Donc au centre on a la data, l'or noir du XXIe siècle. Et pour le moment, moi j'étais resté autour, j'avais développé des applications autour de la data, ça consommait, ça restituait des choses. En fait, on va trouver dans le monde de la data science un ingénieur de la data, donc c'est le plombier, c'est celui qui va mettre les tuyaux, qui va mettre l'architecture pour récolter les données et les rendre disponibles aux applications, parce que forcément, qui dit data science, en général, on a un peu plus de données qu'à l'accoutumée. Donc il va mettre en place ce qu'il faut, donc du Hadoop, du Spark et des choses comme ça. Et on l'appelle data engineer. Et ce qui est drôle, c'est que moi, sur mon CV, je me suis trompé et j'ai mis data engineer quand j'ai postulé après, alors que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, encore une fois, c'est pas grave si vous vous trompez. Le domaine est assez jeune encore aujourd'hui, on peut se tromper. Donc ça, c'est au tout début de la chaîne. De l'autre côté de la chaîne, on a les gens qui sont en tailleur et en costume, qui veulent des chiffres, qui veulent des billets verts, qui veulent des beaux tableaux, des graphiques. Donc on les appelle un peu les data analysts. Un petit peu de manière générale, on a les data scientists qui regroupent un peu toutes les parties. Alors c'est très compliqué, c'est ma vision, hein, c'est pas une vision exacte. Il y a plein de définitions différentes, mais c'est ma compréhension en fait du monde des métiers dans la data science. Il y a des data scientists qui vont être spécialisés peut-être plus dans la partie tuyauterie, d'autres dans la partie business, qui vont faire des belles visualisations, etc. Et dans la famille du data scientist, on va trouver l'ingénieur machine learning, donc celui qui va mettre en place les programmes pour faire de l'apprentissage automatisé. Et dans cette famille-là, on va trouver les gens qui font du deep learning, le mot qui est super à la mode en ce moment. Donc voilà un peu le panorama, ma compréhension. Si vous hésitez, vous mettez data scientist, c'est le mot un peu généralisant, de la même manière que vous mettez développeur. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous avez peu de chances de vous tromper. Je cherchais un jeu de mots à ce moment-là, alors je me suis dit data tartiflette, c'est drôle. En plus, il est 14 h, ça donne envie de manger. Voilà. Allez, on enchaîne. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, parce que justement, ce n'est pas le but. Et même si c'est embrouillé, ce n'est pas grave. Si vous partez dans une démarche de reconversion, ça va mettre du temps à se décanter et à sortir de ce brouillard-là. Au fur et à mesure, vous allez comprendre tout ça. Là, je le raconte, mais ça a été un long processus de mon côté de comprendre toutes ces notions. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de moi. Maintenant, je vais vous pointer d'autres ressources que j'ai découvertes plus récemment. Et en les voyant, je me dis, mince, pourquoi elles ne sont pas venues plus tôt? Parce qu'elles m'auraient vachement aidé en fait, à accélérer ma démarche. Qui connaît Sairaj Rival? Je suis complètement amoureux de lui. Il a une chaîne YouTube, je ne sais pas comment le définir, parce qu'il fait beaucoup de choses dans la vie, il fait des vidéos, il monte des écoles de formation, il est dans l'intelligence artificielle et dans la transmission de ce domaine-là. Il fait plein de choses et il produit surtout beaucoup de contenu, des vidéos qui se regardent très facilement, qui permettent justement de débroussailler des concepts qui peuvent paraître très complexes. Il le fait très bien, il est vachement pédagogue. Donc là, dans cette vidéo, il explique un peu TensorFlow, il monte un peu de code en 5 minutes. Et en 5 minutes, c'est une grosse performance. Ses vidéos sont super cool. Il est fun, il fait plein de blagues. Et les siennes sont un peu plus drôles. Et en fait, récemment, en janvier, je crois, il a construit un programme avec sa communauté qui s'appelle Learn Data Science in 3 months. Et c'est comment, en autodidacte, de votre côté, vous allez pouvoir devenir data scientist en 3 mois. Et c'est que des ressources qui sont gratuites sur le web. Donc c'est un ensemble de MOOC qu'il a sélectionné. Donc vous allez avoir au début des MOOC sur la statistique et les maths,
assez basiques. Ensuite, on va voir des MOOC sur Python, et puis des MOOC sur Panda, puis des MOOC, etc. Et on va rentrer en profondeur dans le sujet. Et à la fin des 3 mois, vous avez vu suffisamment de choses pour ne pas être ridicule et postuler à des jobs. Donc la promesse est alléchante. Il faut quand même y aller, il faut bien y aller 10 heures d'effort par semaine, donc ça représente un investissement, c'est pas rien. Mais c'est super cool, il y a plein de ressources. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il a monté un Slack à côté en parallèle. Et si demain vous vous lancez, vous allez sur le Slack, vous dites hey, je commence cette formation, qui veut la faire avec moi? Et ça vous permet d'avoir un pair en fait, et de faire la formation un peu en binôme, de vous challenger et de monter en compétences beaucoup plus facilement que si vous la faites tout seul dans votre coin. Donc c'est super intéressant et la communauté est vraiment sympa. Ensuite, YouTube regorge de vidéos en toutes sortes, et notamment Stanford. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait des études dans un amphi? Stanford publie pas mal de ses cours sur YouTube. Donc j'ai regardé notamment ce cours-là, donc CS 231 sur les réseaux de neurones convolutionnels. Et en fait, c'était super intéressant. La qualité est acceptable. C'est pas incroyable, mais franchement, c'est cool. Et c'est super intéressant. Et le prof, là, donc c'était en 2016, c'est Andrej Karpathy. Aujourd'hui, c'est le big boss de l'IA à Tesla. Donc, c'est pas un bleu. Enfin, à l'époque, c'était un mini bleu. Maintenant, c'est une rockstar. Et ça vaut vraiment le détour. Et c'est très. Enfin, il y a beaucoup de théorie, beaucoup de maths. Moi, j'ai adoré. Mais si vous êtes plus porté sur la programmation, je suis sûr que vous trouverez un truc qui vous intéressera. Dans toutes ces ressources, dans tous ces MOOC, dans tous ces parcours, il ne faut pas hésiter à prendre des raccourcis. Au début, en fait, je suis resté un peu trop studieux, beaucoup trop académique. On me disait, bah voilà, on a établi un programme, tu le suis, etc. Sauf qu'en fait, comme je faisais ça en plus de mes autres activités, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché certains MOOC. Et n'hésitez pas à dire, bah, en fait, cette partie-là, je la zappe. Apprendre la data science en 3 mois, j'ai commencé le truc sur les maths, et en fait, ça me faisait chier, parce que je connaissais déjà les trucs, et moi, je voulais passer à des trucs sur le machine learning et le deep learning. Et je suis resté 2-3 jours à continuer à voir les vidéos et à prendre aucun plaisir. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, c'est con, ça peut paraître débile et élémentaire ce que je dis, mais n'hésitez pas à dire, bon, ça, je le zappe, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est faire ça. Et si je vois que je suis pas au niveau, bah, je reviendrai en arrière, mais je tente le coup, je prends le raccourci et j'accélère. Bien évidemment, il y a des vlogs, il y a énormément de ressources. Donc, il y a sur Medium notamment, mais je suis abonné à plein de newsletters. Vous en trouverez facilement sur Internet, et notamment la chaîne Towards Data Science, qui publie plein de choses avec des exemples. C'est au top. Andrew Ng, notre prof de Coursera, a ressorti un cours l'année dernière. Donc, c'est la suite en fait, du cours de machine learning qu'il avait fait. Donc là, il y a une spécialisation. C'est payant, mais c'est $40 par mois. Et c'est des cours top of the pop. Donc si vraiment vous avez le temps et que ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. C'est clairement un investissement qui vaut le coup. Pour info, Pôle emploi ne rembourse pas ça, parce que moi je leur ai demandé, à l'époque j'étais au chômage. Et c'est bien dommage qu'ils ne remboursent pas ça. Il y avait d'autres formations aussi qui coûtaient $500. Et quand j'ai demandé à ma conseillère, elle a rigolé. Je lui ai dit, mais c'est con, c'est une formation, je la passe. Dans 2 mois, tu ne me vois plus. Et elle n'a pas voulu. Peut-être qu'elle voulait me revoir. En tout cas, je ne l'ai pas revu. Google, YouTube, Google, Microsoft, Amazon produisent énormément de contenu également. Google est très fort là-dessus. Je trouve leur contenu mieux amené. Ils ont des chaînes YouTube qui sont bien faites. Récemment, il y a la Google I.O. avec plein de confs sur TensorFlow. Donc, allez-y, c'est des vidéos qui sont courtes en général. Donc, si vous hésitez, vous voyez, en 2 minutes 29, vous avez une petite vidéo sur TensorFlow pour comprendre de quoi il s'agit. Un autre livre qui m'a un peu bluffé, je m'attendais à être perdu, puisque c'est par l'auteur de la bibliothèque Keras, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, la bibliothèque pour faire du deep learning. Donc c'est un gars de chez Google qui a écrit ce livre-là, Deep Learning with Python. Et en fait, je vous conseille vraiment de le lire. Je crois on peut l'avoir facilement sur Internet, en respectant le droit d'auteur, évidemment. Et les premiers chapitres, c'est sur l'intelligence artificielle, le machine learning, mais c'est vachement bien amené. Et c'est seulement par la suite, dans les chapitres qui suivent, où il rentre dans la technique, dans du code et dans la bibliothèque. Mais les premiers chapitres sont super intéressants. Et donc, je vous le conseille si le sujet vous passionne. Après, je vous le dis, mais vous êtes déjà là, allez à des conférences, écoutez des personnes. Juste avant, il y avait Tiffany Souter qui a fait un talk, normalement sur TensorFlow. Clin d'œil.
Elle est au premier rang, c'est pour ça. Donc voilà, il y a énormément de conférenciers là-dessus, donc allez vous nourrir. Et allez boire, c'est important. Allez rencontrer des data scientists, inviter les data scientists en fait, ou les gens qui sont dans le monde de la donnée, allez boire un coup, allez boire un verre. Cette slide, je l'avais faite parce que c'était pour le DevFest Brest et parce que j'adore le cidre. BZH Power, Horatio, je t'embrasse. Donc c'est ce que j'ai fait en fait à un moment, je me suis dit, ok, je suis resté dans ma chambre, j'ai fait plein de MOOC, j'ai fait des petits tutos, mais dans la vraie vie, c'est quoi être data scientist? Donc je suis simplement allé parler aux gens dans les meet-up, je leur dis, bah voilà, tu fais quoi, etc. Et je les invitais à boire une bière, et les gens sont super sympas, les gens disent oui, les gens acceptent, en même temps vous leur offrez une bière, mais ils vous disent ce qu'ils font, et c'est comme ça que j'ai pu voir qu'il y avait vraiment une grosse richesse, qu'il n'y avait pas que des gens qui faisaient du machine learning tout le temps, il y avait des gens qui faisaient d'autres choses au niveau de la boîte, et j'ai parlé avec des gens de Continental à Toulouse, de PwC, qui m'ont un peu raconté leur parcours, comment ils sont arrivés dans ce monde-là, et ça m'a vachement nourri dans mon apprentissage, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je partage mon retour d'expérience. Ça fait partie un peu de mon processus de transmission. Donc on a bu, on a mangé. Là, cette dernière partie, c'est plus sur la partie reconversion professionnelle, parce que c'est un choix très fort. On ne peut pas se reconvertir là-dedans en y consacrant qu'une heure par semaine. C'est un vrai choix. Et donc, je vais un peu vous donner un petit peu ce que j'ai appris et les conseils que je vous prodigue pour que ça marche de votre côté. Il y a un MOOC, Learning How to Learn, qui est vachement bien. C'est le MOOC le plus populaire au monde. Il est cool, il se lit bien, il s'en consomme bien. C'est se poser plein de questions sur comment vous apprenez-vous, puisqu'on apprend tous de manière différente. Vous le savez sûrement, mémoire auditive, mémoire visuelle. Je pense qu'en une semaine, vous pouvez le faire. Plein de vidéos. Et vous allez apprendre plein de techniques sur comment maximiser votre effort d'apprentissage. Et ça va vous faire poser plein de questions sur vous-même. Est-ce qu'il vous faut des tutos? Est-ce qu'il vous faut des vidéos? Est-ce qu'il faut aller à des conférences, etc. Donc ça, c'est vraiment un incontournable. Ensuite, quand vous allez commencer, les prix sur Kaggle, les 100 000 $, dites-vous que vous ne les aurez pas. C'est un peu ma naïveté quand je suis arrivé sur Kaggle en me disant, bah, tiens, je vais prédire le panier des clients. Je me dis, bah, je vais lancer un truc, je vais être compétitif. Et je pense que j'aurais dû être un peu plus modeste et me dire, bah, je vais commencer par faire un truc de merde, mais au moins je vais faire un truc. Et donc maintenant, c'est une leçon que j'ai appris. Donc voilà, mettez-vous des buts atteignables. Ensuite, ça va être dur. À des moments, vous allez galérer, mais ça c'est normal. Hein, vous êtes habitué à apprendre. Bah pareil, il y a des choses qui vont rentrer très facilement, et puis d'autres choses, vous n'avez pas. Ça va pas rentrer. Clairement, ça va pas rentrer. Donc, ce que je vous conseille, c'est aller voir d'autres sources, d'autres vidéos, d'autres livres, aller en parler, aller pousser un message sur Twitter, etc. Et n'allez pas trop vite. Là aussi, moi, en fait, j'étais un peu trop dans ma fougue. J'ai consommé énormément de MOOC. J'en ai fait plein. Et à un moment, je me suis arrêté. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai retenu? Et en fait, pas grand-chose. J'avais consommé, j'avais eu l'impression d'apprendre, mais j'avais pas fixé les idées et les concepts clés. Et ça, je m'en suis rendu compte récemment quand j'étais avec un client, où en fait, quand il me parlait, je comprenais en fait les mots. Là-dessus, en fait, j'avais fait mon travail. Les gros mots ne m'effrayaient plus, mais je n'étais pas en mesure de lui expliquer ce que ça représentait. Et du coup, c'était un peu ballot. Après, dans mon équipe, heureusement, il y avait plein de gens bienveillants, et je leur avais expliqué en fait ma démarche, donc ils le savaient, donc il n'y a pas eu de problème. Mais voilà, prenez le temps vraiment de vous poser à des moments. Moi, ce que j'ai fait à partir d'un moment, c'est que j'écrivais des articles de blog pour dire, bah voilà, j'ai fait ce MOOC-là, voilà ce que j'ai retenu. La régression linéaire, ça fait ça, etc. On peut faire ceci, cela. Et ça m'a vachement aidé en fait à prendre du recul sur, ok, est-ce que j'ai compris ce concept-là? Et ça m'arrivait quelquefois, j'écrivais mon article de la semaine, et là, j'étais en mode, non, là, je suis pas clair, je comprends pas, ok, je vais re-regarder les vidéos, je vais voir d'autres sources, et je vais avancer comme ça. Donc on avance plus lentement, mais on fixe beaucoup mieux les idées. N'allez pas trop lentement, parce que les vidéos, c'est chiant au bout d'un moment. Donc augmentez la vitesse sur YouTube, 1.25 ou 1.5. L'avantage, ça se consomme bien, donc ne perdez pas trop de temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu vidéo. Donc, si je devais aujourd'hui vous donner un parcours type pour vous lancer dans le monde de la data, voilà ce que ça serait. Faire de la veille, quoi qu'il arrive, on en a déjà parlé. Commencez par faire des MOOC au début, parce que les MOOC,
On nous prend par la main, on a des exercices, on a des vidéos, les gens sourient, les gens sont sympathiques, ça a l'air facile, donc c'est bien pour débuter. Faites-en quelques-uns, mais au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. Essayez de produire du contenu. Donc moi, j'ai fait des articles de blog, mais vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez faire plein d'autres choses. J'ai hésité à faire des vidéos à un moment, bref, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, mais essayez de transmettre afin de valider que vous avez bien fixé les choses. Ensuite, lancez-vous des projets. Moi, c'était prédire le cours du Bitcoin. Je me suis bien raté, mais lancez-vous des trucs. Je m'étais dit à un moment, tiens, je vais prévoir le nombre de vélos qu'il y a en bas de chez moi, dans la station de vélos en libre-service. Je vais prévoir la météo, etc. etc. Donc il y a plein de datasets, de jeux de données qui sont disponibles sur Internet. Faites-les et ça va vous faire avancer. Et puis à un moment, prenez votre courage à deux mains, lancez-vous sur Kaggle, faites votre première soumission de compétition, n'ayez pas peur, même le truc le plus débile, faites-le. Et puis ensuite, partez en prod. Donc en prod, lancez-vous sur un projet, allez postuler à une annonce, il y en a de plus en plus. Donc faites des choses et lancez-vous, n'ayez vraiment pas peur. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parfait. Non, il n'y a pas une main? Ah si, il y en a une. Oui. Tout à l'heure, tu parles de machine learning classique, tu sais, des régressions linéaires, etc. Ça permet de faire tout un tas de choses qui sont hyper intéressantes, prédire les prix de l'immobilier, etc. Dire si ça c'est telle fleur. Mais d'un autre côté, quand tu fais du deep learning, là on te montre comment faire de la reconnaissance vocale, etc. Enfin des trucs qui donnent quand même des étoiles dans les yeux. Est-ce que pour toi, c'est indispensable de passer par la case machine learning si on veut faire du deep learning? Je pense que tu seras obligé d'y passer au bout forcément. Tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Après, je connais des gens qui ont fait l'impasse sur l'aspect théorique, qui étaient des purs développeurs, et qui ont sauté dans Keras, et qui ont pris le truc, qui ont fait run, qui ont fermé les yeux, et tiens, et si je changeais ça, learning rate, je sais pas, je vais augmenter, je vais baisser, et ça marche. Donc après, ça dépend un peu de ce que tu veux faire. Mais au bout d'un moment, tu vas forcément y venir. C'est un peu comme quand tu es développeur, au début, tu dis, tiens, je vais juste lancer une application web, je vais prendre tel framework, tu le lances, ça marche. Et puis c'est peut-être après où tu vas comprendre les subtilités du JavaScript, du CSS, du HTML, etc. Donc au bout d'un moment, en fait, tu vas être ramené d'une manière ou d'une autre. J'ai répondu à la question. Donc du coup, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Donc ça, c'est la partie encore plus personnelle, parce que j'ai pas assez parlé de moi jusqu'à maintenant. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir 2 événements qui ont vraiment été un déclic dans ma reconversion pour me dire allez, je me prends et je me lance. Le premier, c'est je vais beaucoup trop vite. Voilà, j'aime lancer des boîtes et donc j'avais lancé cette boîte il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lancé des boîtes, des startups, des applications? Un petit peu, pas beaucoup. Moi, je fais partie de cette population-là et j'ai lancé cette boîte sur Paris. Donc, le but, c'était de faire un système de livraison écologique à Paris pour toutes les boîtes qui livrent de la nourriture. 100% de croissance par mois. 100% de croissance par mois, c'est énorme. Ça veut dire qu'on double notre chiffre d'affaires tous les mois. 10 000 en janvier, 20 000 en février, 40 000 en mars, 80 000 en avril. Imaginez que votre salaire doublait tous les mois. C'est un peu fou, quoi. Et quand on est entrepreneur, on rêve que de ça. C'est incroyable. Et ça fonctionnait, les clients étaient là, on répondait même plus aux clients, en fait. C'était la folie. Et en fait, dans cette merveilleuse aventure, un des associés a disparu avec la carte bleue. Pas moyen de prédire où il était parti, malheureusement. Et du coup, dans ma tête, c'était un peu ça. C'était en mode, le projet s'écroule. Le projet est monté et explosion. Et c'est là en fait, où je me suis mis au chômage. En fait, je suis allé voir ma conseillère. Je fais, j'ai une nouvelle envie. Je vais devenir data scientist. Est-ce que je peux faire cette formation en ligne? Elle m'a dit non, démerde-toi. Je me suis démerdé et je suis allé chercher là-dessus. Et en fait, dans mon désespoir, en fait, je suis allé chercher la force. Donc, si vous êtes un peu dans cette situation, enfin, si vous êtes en burn-out, vous êtes vraiment au travail, ça va pas. N'hésitez pas à vous servir de ce désarroi et le transformer en énergie positive pour aller de l'avant. Un deuxième événement qui m'est arrivé un peu plus récemment et que je ne souhaite à personne. En fait, on s'est séparés d'un commun accord avec ma copine. Elle était plus d'accord que moi. Mais du coup, c'est terrible. Je ne vous le souhaite pas. Et encore une fois, dans mon désespoir, je me suis dit, t'es au fond du trou, mec. Va falloir se relever. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais pas encore totalement parti dans ce monde-là. Et là, je me suis dit, allez,
on est parti, on fonce dans ce monde-là. Et j'ai commencé à prendre mon courage à deux mains et à postuler à toutes les annonces que je voyais qui contenaient le mot data science. J'ai postulé, je me suis pris des bâches phénoménaux. Je me suis dit, c'est pas grave, je continue, je postule, je me forme, je deviens meilleur, j'appelle des amis, je leur demande des conseils. Et de fil en aiguille, comme ça, et ben, ça a fonctionné, puisque j'ai trouvé peu de temps après une mission chez un gros avionneur toulousain, dont je tairai le nom pour des raisons de confidentialité évidentes. Du coup, j'ai trouvé une mission sur un gros projet de maintenance prédictive. Et c'était voilà, une belle revanche de partir sur ce projet-là et de découvrir à quel point je ne savais rien non plus, parce que mes collègues sont extrêmement compétents et ils m'apprennent des choses chaque jour, mais de voir à quel point en fait, j'avais juste vu la partie visible de l'iceberg de la data science. Et là, je vous ai montré que la partie visible de la partie visible de l'iceberg. Mais du coup, en fait, moi, ça me donne envie d'aller encore plus loin, de rester dans ce domaine-là et de partager ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se développent dans ce monde-là. Et c'était super chouette de partir là-dessus et qu'ils me fassent confiance. Et donc, dans cette aventure, j'aimerais remercier certaines personnes, tous ces gens que j'ai dérangés, que j'ai appelés pour leur dire « Hey, on va boire un verre ». Il y en a plein, vous en connaissez peut-être, il y a des Parisiens, il y a des Brestois, il y a des Toulousains. Mais n'ayez pas peur d'aller voir ces gens qui vous paraissent inatteignables, de leur envoyer un petit tweet en disant « Salut, ça m'intéresse ce que tu fais, j'ai vu que tu bossais dans tel domaine, est-ce que je peux t'inviter à prendre un verre en tout bien, tout honneur ?» Et tous ces gens-là ont accepté, enfin j'ai jamais eu de refus, donc c'était super chouette. Et je remercie tous ces gens-là j'ai gardé contact avec eux, et c'est eux qui m'ont mis un gros coup de pied au cul l'année dernière pour dire Maxime, ferme ta gueule, tu postules. Parce que forcément, quand je vois les annonces, je dis ben non, regarde, il y a marqué expérience sur ça, expérience sur ça, expérience sur ça. Ouais, mais ferme ta gueule, il y a aussi marqué la maîtrise totale des outils n'est pas nécessaire. Donc merci à eux, à tous ces gens-là. On peut les applaudir. Et du coup, on en revient à Lille, puisque mes parents se sont mariés très jeunes, et le monde de la data science, c'est encore un monde très jeune où il y a plein de choses qui vont se faire, on ne sait pas trop. C'est comme quand mes parents se sont mariés. Ils se sont dit, ils avaient quoi, 21 et 23 ans. Ils se sont dit, allez, on y va. Qu'est-ce qui nous attend? On ne sait pas, mais ça va être super excitant. Je pense que c'est pareil avec le monde de la data science. On est malgré tout au tout début, il y a plein d'outils qui se construisent, plein de choses. De toute manière, on va s'éclater. Venez avec moi, les gens. On trouvera bien un moyen de s'amuser là-dedans. Il y a tous les outils qui commencent à être... il y a de plus en plus d'outils qui commencent à être mis en place. Ça devient de plus en plus accessible, en fait. Et il y a de moins en moins besoin de comprendre les tréfonds statistiques et mathématiques. Mais c'est cool. Et contrairement à moi, les industries commencent à devenir matures, commencent à comprendre dans quel cas on peut appliquer du machine learning, dans quel cas c'est pas cohérent, etc. Et donc ça, c'est génial parce que du coup, elles commencent à embaucher de plus en plus. Et donc si vous voulez vous reconvertir et vous former au sein d'une entreprise, c'est l'occasion rêvée. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là encore toute la journée. Et merci de m'avoir écouté et je reste dispo pour des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Encore moi, du coup. Tu as parlé des outils qui arrivaient dans l'industrie. Qu'est-ce que tu penses finalement de ces plateformes as a service qui proposent du machine learning sans être data scientist? Donc je pense à la plateforme de Azure là, qui arrive, et ce qu'ils font chez Google. Est-ce que tu penses que du coup, pour faire du machine learning, est-ce qu'il faut être data scientist finalement? En fait, ça va dépendre du besoin de l'entreprise. Si l'entreprise, ça lui suffit d'utiliser donc le Microsoft Azure ou AutoML de Google, tant mieux en fait. Après, forcément, c'est des outils qui sont un peu limités dans leur périmètre. Donc, si ils veulent faire des choses beaucoup plus spécifiques, ils vont devoir utiliser d'autres outils et se pencher. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont peut-être pouvoir envoyer aujourd'hui des développeurs qu'ils ont en interne, leur dire explorez ce sujet-là. C'est pas la peine de vous former pendant 3 ans à ce sujet-là. Testez les API. Essayez d'avoir une intuition de ce que ça permet pas de faire, et après vous nous faites une synthèse et on voit si on creuse le sujet. Mais je connais des boîtes qui l'utilisent en prod, qui utilisent ça sans avoir de data scientist, parce que ça marche très bien, et notamment pour faire des choses autour des photos, reconnaître des objets, s'il n'y a pas trop de cas tendancieux, ça marche bien.
Très bien. Oui. Du coup, en tout, à partir du moment où tu as commencé à te former et le jour où tu as eu ton job, ça a pris combien de temps? Alors, j'ai commencé en 2016. Le job a commencé en février 2019. Mais en fait, je ne suis pas parti à plein temps. Oui, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce qu'en fait, j'ai monté des boîtes entre-temps. J'ai fait plein de choses. Donc, j'ai jamais été... j'ai eu des périodes en fait, de plein temps là-dessus, de 3-4 mois où j'étais vraiment à fond et je faisais que ça. Ensuite, il fallait bien payer le loyer. Donc, je suis un peu retourné bosser. Il y avait des projets qui m'attiraient à des moments. Donc, j'ai un peu mis ça de côté. Mais je me rappelle qu'à chaque fois, quand j'acceptais les offres, c'était en mode... Mince, la data, elle est mise de côté encore une fois, mais j'y reviendrai. Et en fait, à chaque fois, j'y suis retourné. Et c'est pour ça que l'année dernière, je me suis dit, bon, en fait, faut que j'arrête de me faire souffrir. Plus rien ne me retient maintenant, donc je pars dans ce sujet-là. Commencez doucement avec des vidéos YouTube pour voir si ça vous plaît. Et après, ça va dépendre de comment vous montez en compétence, qu'est-ce qui vous plaît. Est-ce que vous voulez simplement utiliser les API parce que vous préférez la partie développement en fait, et code, ou est-ce que vous êtes plus dans définir une stratégie de machine learning dans une boîte, sur un projet, etc. Ça va dépendre de vos appétences. Je suis dispo sur Twitter, je suis dispo là-bas, dans l'espace pour sponsor, si vous me cherchez. Et puis au plaisir de vous recroiser sur des missions ou sur Twitter. Merci à vous encore.